Je crois qu'il y a peut-être un peu plus de femmes que d'hommes. Donc, bonjour à toutes, en priorité peut-être, même au-delà du sujet d'aujourd'hui. Nous sommes à quelques jours avant la journée de la femme. Donc, du coup, sans transition, si l'on peut dire, nous allons traiter du sujet qui est d'actualité, mais qui est indépendamment du sujet du 8 mars. Hein. C'est vraiment une histoire de circonstances. Nous allons parler aujourd'hui de l'index égalité professionnelle et référent harcèlement sexuel et agissement sexiste. Au préalable, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que si vous aviez des questions, vous n'hésitez pas à les poser donc sur le pavé tel que c'est prévu sur le pavé questions. Nous permettrons de répondre aux questions en deux temps, puisqu'il y a deux sujets. Une première partie en milieu de présentation sur l'index et ensuite en fin de présentation sur la partie référent, puis un nouveau index si on n'a pas répondu à toutes vos questions. Nous vous enverrons le support à l'issue de la présentation, bien évidemment. Et je vais commencer par présenter, nous sommes deux aujourd'hui à animer ce webinaire. Il y a Farida El Kandouche qui va parler dans quelques minutes, qui est expert social et qui est également membre de CSE. Donc, vous vous doutez bien qu'elle maîtrise très bien le sujet concernant la gestion dans le cadre du dialogue social. Et moi-même, donc Séverine Reboulet, où je suis expert en ressources humaines sur ces sujets donc de l'égalité femmes-hommes et plus largement aussi de diversité, tel que ça peut être aujourd'hui prévu dans le cadre des entreprises. Bien, donc commençons. Farida, je vais me permettre de te laisser démarrer le sujet. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Pour commencer, il convient de rappeler que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a été mise en avant plus spécifiquement sur le sujet de la réforme de la formation professionnelle et que l'ensemble des autres mesures sont passées, pourrait-on dire, à la trappe alors qu'elles sont tout aussi importantes. Dans le cadre de ce webinaire, comme le disait Séverine, nous allons évoquer avec vous deux de ces mesures qui ont été propulsées en avant au début de cette année par un décret du 8 janvier 2019 qui est venu les préciser en détail. Premier sujet concernant l'index égalité hommes-femmes. Les entreprises de plus de 50 salariés ont désormais l'obligation de mesurer et de corriger les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Nous allons donc détailler effectivement cet index. Le deuxième sujet va concerner le référent contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce qu'il convient de préciser, c'est que ces deux mesures sont les sujets phares de ce début d'année 2019 pour les services RH des entreprises. L'égalité homme-femme a été déclarée grande cause nationale du quinquennat par Emmanuel Macron avec la mise en place d'un grand plan d'action global pour lutter contre les inégalités salariales hommes-femmes. Vous constaterez que depuis 46 ans, donc en 1972, a été inscrit dans le Code du travail le principe à travail égal, salaire égal. Or, 46 ans après, les chiffres à l'appui nous démontrent qu'il existe toujours une inégalité. En effet, une femme gagne 9% de moins qu'un homme à âge et poste identiques selon le ministère du Travail. L'écart peut s'élever à 25%, tout poste confondu. Pour un temps plein, une femme va percevoir en moyenne un salaire inférieur de 18,6% de moins qu'un homme, selon l'INSEE. Donc, ce qui veut dire que des différences de salaire substantielles persistent entre les hommes et les femmes 46 ans après avoir inscrit dans le code le principe à travail égal, salaire égal. Le constat est clair, le principe d'égalité homme-femme n'est pas pleinement respecté. La discrimination est donc la seule cause de cette différence de salaire et c'est sur ce point que le gouvernement veut agir pour réduire les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. C'est dans cette perspective que le ministère du Travail a présenté le 22 novembre dernier un plan d'action global, donc, qui est l'index de l'égalité homme-femme, qui a pour but de mesurer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Ces mesures qui figurent dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel vont permettre d'apporter plus de transparence sur les pratiques des entreprises. Séverine, une question. Alors, justement, pour essayer d'animer un tout petit peu le webinaire, comme on sait que la tension est parfois pas si évidente, on va se permettre de vous poser 4 questions à plusieurs moments et on va commencer par la première question sur le sujet de l'index, bien évidemment. Donc, la première question, elle va arriver, nous la lançons et la voici. Concernant l'index égalité femmes-hommes, êtes-vous concerné par une publication? Et si oui, le 1er mars 2019, donc c'était il y a quelques jours, le 1er septembre 2019,
le 1er mars 2020, ou tout simplement peut-être que vous ne savez pas. Et donc, du coup, nous vous laissons quelques secondes pour voter et de répondre à cette question, et nous la partagerons dans sa réponse auprès de tout le monde. Concernant les chiffres qui ont été... on vous laisse le temps de remplir le sondage. Au moins de remplir le sondage. Voilà. Très bien. Nous vous remercions d'avoir participé. On va partager ensemble les résultats, me semble-t-il. Et donc, du coup, le moins qu'on peut dire, c'est que c'est assez disparate. On a autant de personnes, ou d'entreprises, en tout cas de représentants d'entreprises qui ont dû publier au 1er mars, un certain nombre à venir, 23%, et 27% au 1er mars 2020. Donc, effectivement, dans ce qu'on va dire aujourd'hui, un certain nombre d'entre vous, d'entreprises, vous avez dû publier, mais nous y reviendrons sur celles qui ont déjà peut-être publié au 1er mars, et d'autres sont à venir. Donc, du coup, nous sommes en plein dans votre sujet d'actualité. On vous remercie. On a quand même 30%, 30% des sondés qui déclarent ne pas savoir la date à laquelle ils devront publier leur index. On espère que les informations qu'on va vous donner aujourd'hui vont vous permettre de vous éclairer sur quelle est votre date de publication. Dans le cadre du plan d'action global commandé par le ministère du Travail, une étude IFOP a été commandée. Il résulte de cette étude que vous avez 38% des Français qui jugent tout à fait prioritaire la mise en place de cette égalité salariale pour un poste équivalent. 55% des sondés constatent que les femmes ont moins de chances que les hommes de progresser dans les entreprises. Et 74% regrettent que les femmes perçoivent un salaire inférieur à celui des hommes. On est vraiment dans le cadre d'une différence de salaire importante. Concernant l'index, de quoi parlons-nous? Il s'agit d'un outil d'évaluation qui va permettre aux entreprises d'apprécier l'effort qu'elles auront consenti pour l'égalité salariale femmes et hommes. Cet outil d'évaluation va permettre de noter les entreprises sur un système de points de 100 points en fonction de nombreux critères. Il s'agit donc d'un système de points visant à responsabiliser les entreprises. Ensuite, dans le cadre de son plan d'action global, le ministère a publié sur son site internet un guide pratique à destination des entreprises. Ce guide va permettre de sensibiliser les entreprises pour réduire les écarts de rémunération. Après l'apparition de ce guide, dernièrement, sur le site du ministère, a été mis à destination des entreprises un tableur ainsi qu'une foire aux questions. L'égalité salariale entre les hommes et les femmes en entreprise, mesure phare du plan d'action global, devient donc une obligation de résultat et non plus simplement une obligation de moyens, ce qui est innovant en France. L'obligation de résultat devient donc la règle en matière d'égalité professionnelle. Ce nouveau dispositif est, s'il faut le rappeler, issu des préconisations du rapport de Sylvie Lair, qui est DRH France de Schneider Electric et qui a été missionné en raison de son expertise par Muriel Pénicaud, ministre du Travail. L'objectif de cette mission était de définir une méthodologie de l'index de l'égalité homme-femme. Les principes de cette méthodologie de mesure sont détaillés dans le décret d'application qu'on a évoqué plus avant, un décret d'application du 8 janvier 2019. Donc, concernant cette obligation de résultat, elle va être mesurée selon 4 phases. Premièrement, on a une mesure, donc 5 indicateurs de mesure d'écart de salaire entre les hommes et les femmes qui seront détaillés tout à l'heure par Séverine et moi-même. Une transparence, puisque les entreprises sont soumises à une obligation de publication de leurs résultats de l'index sur le site des entreprises, mais également avec une communication auprès de la directe. Elles ont aussi elles peuvent avoir des actions correctives et elles ont 3 ans pour faire le rattrapage salarial dans le cas où leur note serait inférieure à la note minimale qui doit être prévue. Et bien entendu, subsistent des contrôles si le rattrapage n'est pas réalisé et que l'entreprise, bien entendu, à l'issue de la période de 3 ans, peut être sanctionnée par une sanction financière qui peut aller jusqu'à 1% de sa masse salariale si sa note continue à être inférieure.
Très bien, continuons. Donc justement, comme vient de le dire Farida, il vient d'expliquer le contexte global de l'arrivée de cet index égalité femmes-hommes. Concrètement, le contenu. Le contenu, il se compose de 5 indicateurs. Donc, pour obtenir une note sur 100. Donc, toute votre vie, vous avez une note sur 20, mais voilà, c'est arrivé, on multiplie par 5, c'est une note sur 100. C'est pas forcément mieux d'avoir une note sur 100. En tout cas, voici comment elle se décompose, cette note sur 100. On va rentrer dans le détail de chaque indicateur entre Farida et moi-même, mais voici déjà en résumé, j'allais dire, la situation. Le premier indicateur, c'est l'écart de rémunération de base et variable plus prime individuelle. C'est celui qui est le plus important parce que quelque part, c'est celui qui est à l'origine même de l'index. Mais évidemment, à cela, d'autres éléments se sont rajoutés. Et je me permets de vous redire, on va rentrer dans le détail à l'issue de cette diapo, qui concerne l'écart de répartition des augmentations individuelles, l'écart de répartition des promotions, le pourcentage de salariés augmenté au retour d'un congé maternité et enfin le nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations. Il y a une petite, je ne sais pas si c'est un assouplissement, une petite précision qui est apportée pour les entreprises entre 50 et 250 salariés qui n'ont pas 5 indicateurs comme présenté là à l'écran, mais qui ont 4 indicateurs et nous le reverrons, il y a une fusion entre 2 indicateurs pour simplifier un tout petit peu les choses. Enfin, en tout cas, une volonté de simplification. Donc, cette mise en place de l'index, comme on l'a vu tout à l'heure en vous posant la question, se fait de façon progressive en fonction de la taille de votre entreprise. Vous avez les entreprises qui ont plus de 1000 salariés qui ont dû publier depuis le 1er mars 2019. Sachez que nous écoutions ce matin Muriel Pénicaud qui a commencé déjà à faire les premiers, si ce n'est bilan, le mot est un peu fort, puisqu'elle disait qu'elle aurait les chiffres consolidés aux alentours de midi, mais pour vous donner déjà un peu la tendance, au 1er mars, donc il y a 5 jours, on est 5, donc il y a 5 jours, 1400 entreprises devaient publier leur index. Sur ces 1400, 800 l'ont fait, donc vous avez compris qu'il y en avait quelques-unes, 600 qui ne l'avaient pas fait. Sur ces 800, 120 sont à risque. Qu'est-ce que c'est être à risque? C'est marqué sur l'écran, c'est être en dessous de 75. Quand vous avez moins de 75 sur 100, c'est pas bon, hein, ça sent même mauvais sur les actions à entreprendre. Donc, 1er mars 2019, 800 entreprises qui ont publié, 120 qui sont dans le rouge. Dixit, et je me fais le porte-voix, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, de Muriel Pénicaud, en disant que être dans le rouge, c'était à mettre en place des actions correctives de façon urgente, très urgente, puisque même si on a 3 ans de mise en application, on ne peut pas attendre 3 ans pour pouvoir commencer, il faut commencer dès maintenant. Il semblerait que dans les entreprises qui ont déjà publié et qui sont dans le rouge, hein, on va zoomer un tout petit peu sur le rouge, il y a quelques entreprises du CAC 40, c'est ballot, à 2 doigts de la victoire, et il y a également des entreprises dont l'État est actionnaire. Et autant vous dire qu'elle n'a pas du tout apprécié, je vais vous dire, je veux faire aucune délation, je vais juste dire ce qu'elle a dit, puisqu'en fait, ça tourne en boucle maintenant sur les 2 entreprises. Je leur souhaite bon courage maintenant pour, recommuniquer positivement. Elle a cité plusieurs fois, en l'occurrence, Engie et Thales. Donc, je suis désolée de les citer. Hein. Je me fais vraiment juste le porte-voix. Ce n'est pas des éléments, même si nous avons les chiffres, on ne se serait pas permise de citer des noms d'entreprises. Donc, elles ont été citées vraiment dans la presse et à mon avis, leur nom va circuler drôlement. Hein. Il semblerait, et c'est la particularité tout de même à préciser, hein, on ne peut pas juste faire circuler ces 2 noms en étant incomplètes, en disant que si ces 2 entreprises sont dans le rouge, elles sont dans le rouge, mais pas partout. C'est-à-dire qu'au niveau de leur holding, ce qui est la majorité des cas des entreprises, au niveau de la holding, les chiffres sont bons en principe, sont au-dessus de la moyenne. C'est plutôt dans certaines filiales, plutôt visiblement industrielles ou de services, semble-t-il. En tout cas, plutôt les filiales où il y a l'indicateur et l'index n'est pas bon. C'est le point de vigilance que vous devez finalement retenir. Hein. C'est que ce n'est pas tout d'être bon dans le siège. Il faut être bon partout. Et c'est le point particulier. Donc, plus de 1000 salariés, ils ont dû publier au 1er mars, ils n'ont pas tous publié. Muriel Pénicaud n'est pas contente, je vous le dis, elle n'est pas contente. Elle l'a dit ce matin plusieurs fois qu'elle n'était pas contente. Donc, je pense que j'ai bien fait passer le message qu'elle ne m'avait pas demandé de faire passer. Plus de 250 salariés, c'est au 1er septembre 2019. Donc, on a vu que vous étiez un certain nombre également à
j'allais dire, être concernés par cette date-là. Donc, c'est intéressant de véritablement prendre ce timing et ce délai entre aujourd'hui et le 1er septembre. Il ne sera pas en trop pour pouvoir à la fois le calculer et maîtriser son dialogue social autour de cet index. Et les plus de 50 salariés qui seront concernés également, comme l'a dit Farida, c'est à partir de 50 salariés. La progressivité fait que c'est à partir du 1er mars 2020 qu'ils devront publier leur index. Cette publication se fait certes sur le site internet de l'entreprise, mais se fait aussi et surtout à travers un formulaire qui est à destination de la directe et donc à destination de l'inspection du travail direct. Donc, où il était détaillé. Dixit la DGT, la Direction Générale du Travail, il faut 10 minutes pour le remplir. Bon, 10 minutes, certes, mais autant vous dire qu'on vous demande des éléments, pas seulement totaux sur quel est votre index, on vous demande sur chaque indicateur le résultat. Et donc, il faut avoir au moins une note de 75 sur 100, sachant que si vous ne menez pas d'action corrective dans le délai de 3 ans, et donc on a bien compris que si vous étiez déjà en dessous de 75, il faut déjà avoir un plan d'action, vous risquez, in fine, à un moment donné, une sanction financière jusqu'à 1% de la masse salariale. Donc, si vous ne voulez pas commencer à budgéter, il faut commencer à mener des actions qui correspondent. Nous allons rentrer dans le détail. Je vous rappelle juste à ce moment-là que ces indicateurs, les 5 indicateurs, doivent figurer dans la BDES, dans la base de données économiques et sociales. On y reviendra, mais en tout cas, ça n'est pas un calcul que l'on fait dans son coin et c'est tout. On doit faire participer les partenaires sociaux dans le cadre des résultats que l'on obtient. Nous rentrons dans le contenu un peu plus précis, en l'occurrence donc, du premier indicateur, qui est le plus important puisqu'il vaut 40 points tout de même. En l'occurrence, c'est la suppression des écarts de salaire entre les femmes et les hommes à poste et âge comparables. Comme vous l'avez compris à travers le contexte global que vous a expliqué Farida, effectivement, c'est le point presque central de l'index, celui-ci. Je ne dis pas que les 4 autres indicateurs ne sont pas importants, mais en tout cas, ce qui a fait qu'on a créé un index, c'est quand même au départ en lien avec ce point-là. Il semble, et je pense que si on nous le dit depuis fort longtemps dans la doctrine, dans les textes, partout en fait, dans toutes les lectures qu'on peut avoir sur ce sujet-là, il y a un écart de salaire entre les hommes et les femmes, malgré les obligations qu'il peut y avoir, les enveloppes de rattrapage qui ont été mises en œuvre depuis pas mal de temps, mais pas partout non plus. Mais en tout cas, force est de constater qu'il y a encore des écarts. Pour avoir ces 40 points, l'entreprise doit atteindre 0% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes à poste et âge comparables. Donc, vous voyez, déjà, on n'est pas sur une simple ambition, on est sur un résultat assez fort. Sachant que l'indicateur compare les rémunérations moyennes des femmes et des hommes, incluant des éléments de primes de performance, etc. Les postes par rapport à la classification de branche, une classification agréée par le ministère, je vais y revenir, et les tranches d'âge ont été définies. Ce qu'il faut retenir, c'est que cet écart se compare à poste et âge comparables. Qu'est-ce qu'un poste comparable d'abord? C'est un poste qui a été, après avis du CSE, l'entreprise utilise une classification de branche qui a été donc validée par son CSE. Dès lors qu'il n'y a pas eu de validation spécifique du CSE, cela veut donc dire que vous êtes sur la classification générale. C'est important et Farida va y revenir à d'autres moments parce que c'est comme la base. Soit c'est la classification générale, c'est-à-dire ouvrier, agent de maîtrise, cadre, soit vous avez une classification de branche ou agréée par le ministère du Travail, validée par le CSE, avisée par le CSE, vous pouvez utiliser. Vous ne pouvez pas mettre en place des choses différentes et ça ne sera pas non plus un moyen de dire que vous n'avez pas votre résultat si votre dialogue social n'est pas terminé. Je m'explique. Comme on l'a vu à l'instant, vos partenaires sociaux vont devoir participer dans le cadre de comment vous calculez, quelle est la base que vous prenez pour calculer votre écart de rémunération, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes tel qu'on l'expose. En l'occurrence, lorsque vous allez lui exposer ça à vos partenaires sociaux, vous allez devoir le faire selon une classification, en principe la classification habituelle de l'entreprise. Pour certaines entreprises qui étaient au 1er mars dans la publication, en l'occurrence, elles n'avaient pas encore l'avis définitif du CSE parce qu'elles avaient une classification particulière. Et c'est vrai qu'elles avaient dit qu'elles ne pouvaient pas publier parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Ça n'est pas un argument. Ça n'est pas un argument pour le ministère du Travail et ça va même à l'inverse pour dire qu'on ne peut pas se prévaloir d'un retard dans le dialogue social pour ne pas publier. C'est important
le conseil qu'on pourrait vous apporter, dans l'idéal, hein, si tant est que l'idéal existe, c'est d'être plutôt sur une classification traditionnelle, en l'occurrence agent de maîtrise cadre, enfin ouvrier agent de maîtrise cadre, parce que vous avez une marge de pertinence, une marge entre guillemets d'erreur, hein, on a marqué 0% d'écart, vous avez entre guillemets droit, et le mot droit est un peu fort, mais là, en tout cas, il y a une tolérance de 5%. Alors que si vous êtes sur une catégorisation spécifique à votre entreprise, la marge d'erreur, la marge de tolérance est seulement de 2%. Donc, bon, ça peut être un élément qui ne fait pas basculer hein, peut-être complètement la situation de 0 à 40 points, mais en tout cas, on ne sait jamais, c'est important de le savoir, de savoir sur quelle catégorisation vous êtes. À titre d'info, sachez que vos logiciels de paye vont commencer à vous proposer hein, ce type de calcul automatique, mais comme vous le savez, tout ce qui est proposé de façon automatique, bon, eh bien, c'est de l'automaticité. Donc, soit on fait confiance, soit on se dit qu'on vérifie, et parfois on a quelques surprises. Voilà pour le premier indicateur, qui est assez complet et qui vaut quand même pas mal de points sur la note sur 100. Farida, je te laisse continuer. Alors, concernant le deuxième indicateur, ce deuxième indicateur a une valeur de 20 points. Pour obtenir les 20 points, l'entreprise devra avoir augmenté autant de femmes que d'hommes et à 2% près. Ce qui veut dire que l'objectif est d'inciter au principe de méritocratie, à savoir que les managers devront récompenser celles et ceux qui le méritent et non pas uniquement ceux qui le demandent, qui sont souvent des hommes. On a aussi, l'entreprise pourra calculer son indicateur sur une période pluriannuelle, à savoir 3 ans, si cela correspond à sa politique RH. Concernant le troisième indicateur, il s'agit de combattre ici le plafond de verre, c'est-à-dire la limite invisible au-dessus de laquelle on retrouve moins de femmes dans la hiérarchie des entreprises. Pour contrer ce phénomène du plafond de verre, les entreprises doivent lever le frein à l'ascension professionnelle des femmes. Et donc, ce troisième indicateur prévoit la même chance d'obtenir une promotion pour les femmes que pour les hommes. Cet indicateur a une valeur de 15 points. Et le maximum de points sera accordé si l'entreprise a promu autant de femmes que d'hommes, toujours à 2% près ou à 2 personnes près. Le calcul pourra se faire également sur une période pluriannuelle, si cela correspond toujours à la politique RH. Dans ce cas, l'entreprise pourra calculer cet indicateur en 2020 sur les années 2017 à 2019 et en 2021 sur la période 2018 à 2019. Pour les entreprises de 50 à 250 salariés, les deux indicateurs dont Séverine parlait tout à l'heure ont fusionné puisqu'il n'en forme plus qu'un. Et cet indicateur pourra être calculé sur 1 an ou sur les 2 ou 3 dernières années avec une évaluation sur 35 points également. Séverine, concernant les 4e et 5e indicateurs, je te laisse la parole. Je te remercie. Donc, effectivement, les deux derniers indicateurs qui paraissent peut-être un peu plus aisés à calculer peuvent être vraiment peuvent venir sanctionner la note de 100 de façon assez importante, paradoxalement. Ils sont justement parce qu'ils sont simples. Le 4e indicateur, c'est donc toutes les salariés augmentés à leur retour de congé maternité dès lors que des augmentations ont été données en leur absence. Comme vous le savez, en tout cas comme on le sait fréquemment, une mère de 3 enfants gagne 10% de moins qu'une femme sans enfants sur le même poste. En gros, on peut dire qu'elle n'est pas, très souvent, elle n'est pas augmentée avant de partir parce qu'elle va partir en congé maternité, et alors qu'il y a une obligation qui a été mise en place d'être augmentée à l'issue de son congé maternité, ça n'est pas forcément fait. Donc là, voilà, maintenant, on est non seulement sur l'obligation qui existe depuis pas mal d'années, en l'occurrence depuis 2006, mais là, ça doit être valorisé. Alors, forcément, si c'est pas bon, ça va se voir tout de suite. Mais pour 15 points, donc l'entreprise doit donner une augmentation, s'il y a une augmentation qui a été donnée aux collaborateurs, à une femme qui revient de congé maternité. Si elle prend un congé parental, elle le sera à l'issue de son congé parental, puisqu'il faut qu'effectivement qu'il y ait un retour dans l'entreprise pour que la collaboratrice, en l'occurrence, là je suis obligée de zoomer, force est de constater que les hommes, pour l'instant, messieurs qui êtes en ligne, vous ne pouvez pas avoir de congé maternité. Donc en l'occurrence, les femmes doivent être augmentées dès lors qu'elles mettent un pied dans l'entreprise à leur retour de congé maternité ou d'adoption. Il faut savoir que le texte a été élargi confirmant suite à la direction générale du travail qui a eu des questions. Est-ce qu'on est bien d'accord? Le texte parle que de maternité, mais l'adoption rentre dedans et oui, on est d'accord.
c'est également congé d'adoption et à l'issue du congé parental si la personne rentre à l'issue d'un congé parental. Donc, ça vaut 15 points. Je vous rappelle, hein, la ligne de mire, c'est quand même au moins 75. Et là, en fait, sur les 2 derniers indicateurs, j'y arrive sur le dernier, c'est 10 points. On est sur les 25 points type, exactement pour être à 75. Donc, ça n'est pas anodin d'être… il peut être très facilement perdu, malheureusement. Donc, 5e indicateur, c'est au moins 4 femmes ou hommes dans les 10 plus hautes rémunérations. Donc, du coup, là, sur 10 points. Donc, est-ce qu'il y a autant, enfin, presque autant de femmes que d'hommes, en tout cas pas tout à fait 50%, mais 40%. C'est pas anodin le 40%, c'est que dans le cadre de la fonction publique, qui n'ont pas, sont pas soumis à l'index, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais on peut le préciser à ce moment-là pour vous dire que ceux qui sont soumis à l'index, ce sont les entreprises, les associations, les établissements publics industriels et commerciaux et quelques établissements publics administratifs qui ont des salariés de droit privé. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'administration en tant que telle n'est pas soumise à l'index. Mais rassurez-vous, hein, ne vous énervez pas tout de suite, tout simplement parce que s'ils ne sont pas soumis à l'index, à une publication d'index, ils sont soumis à d'autres réglementations en interne depuis quelques années déjà, où ils doivent à chaque nomination savoir mettre en place la nomination d'une femme en priorité. Et ils ont soumis justement à une parité d'au moins 40% dans les nominations. Donc, ce n'est pas un hasard hein, que le 5e indicateur, on soit sur 4 femmes sur 10, ça vaut 40% de nominations. Donc, on est sur la même idée globale, de contexte en tout cas. Donc, voici brièvement les 5 indicateurs et le contenu pour obtenir jusqu'à 100%. Au regard de ce qu'on a vu dans les premières publications, et on attend des consolidations, mais en tout cas, si ça peut vous rassurer ou pas, mais personne n'atteint 100%. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais en tout cas, sachez qu'on n'en a pas. Je crois… c'est 95. Oui, je crois que c'est 95. On a vu un 98. Un 98, mais en tout cas, c'est quand même… Bon, c'est quand même compliqué d'être aussi élevé, d'être aussi proche de 100. Donc déjà, pas se mettre la pression inutilement en se disant il faut qu'on se rapproche de 100. Déjà 75. Déjà 75 et mettre en place des actions pour augmenter, c'est quelque part pas un vœu pieux, mais en tout cas une bonne démarche, nous semble-t-il. Farida, alors concernant, donc on a vu en détail les 5 indicateurs. Maintenant, parlons du contrôle, des acteurs dans le contrôle de cet index. Vous avez 2 types d'acteurs. Vous avez les partenaires sociaux et ensuite, nous avons l'inspection du travail, la directe. Concernant plus particulièrement les partenaires sociaux, comme vous l'a dit Séverine tout à l'heure, on parle de comité social et économique. La loi dit que l'entreprise doit communiquer la façon de calcul des indicateurs et la note qui en découlera. Et ces mesures doivent être mises à disposition du CSE via la base de données économiques et sociales. On a vu plus avant le calendrier de mise en œuvre de l'index pour la première année d'application. Après cette première année d'application, le calendrier sera identique quelle que soit la taille de l'entreprise, dès lors qu'elle a un effectif de plus de 50 salariés. Les entreprises devront remplir cette obligation au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente. Ce qu'il faut noter, c'est que si l'entreprise ne met pas à disposition ces informations auprès du CSE, elle est susceptible de constituer une entrave au fonctionnement régulier du comité social et économique. Et attention, ce qui veut dire qu'elle est passible d'une amende de 7 500 €. Le CSE doit, bien entendu, vous l'avez compris, être obligatoirement consulté dans le cas où la catégorisation n'est pas générale. C'est ce que vous disait Séverine. Si l'employeur opte pour une autre méthode de cotation des postes, le CSE doit être consulté et rendre un avis. Et attention, s'il ne le fait pas avant la date obligatoire de publication de la note, l'entreprise ne pourra pas se prévaloir du retard dans le dialogue social pour s'exonérer de la publication de son index. Selon les informations qui ont été fournies par la Direction générale du travail, les entreprises ne doivent pas s'attendre à bénéficier d'une tolérance de la part des directs. Donc, l'entreprise devra mesurer les indicateurs avec la catégorisation générale si elle ne veut pas être sanctionnée. Attention à ce point-là qui est très important. Concernant ensuite l'inspection du travail.
on a lu dans la presse qu'effectivement, il y aura un renforcement des contrôles. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le plan d'action global de 2019 prévoit un renforcement conséquent des interventions de la directe dans le domaine de l'activité professionnelle. Comme vous l'avez dit, Séverine, vous avez bien vu la réaction de Muriel Pénicaud dans la presse. Donc, ce plan assigne au système d'inspection du travail un objectif de 7000 interventions en 2019. Donc, vous voyez que le chiffre est multiplié par 4. Ces interventions devraient donc porter dans un premier temps soit plutôt sur des actions d'information et d'accompagnement. C'est pour ça qu'aussi vous avez sur le site du ministère la liste des référents de la directe qui vont certainement avoir pour mission d'accompagner et de sensibiliser les entreprises. Et dans un second temps, il y aura des actions de contrôle qui, là, elles seront plus diligentées par l'inspection du travail. Vous voyez ainsi qu'il s'agit d'une mobilisation très forte des directs au regard de l'exigence qui est portée par le gouvernement. Donc justement, concernant les sanctions. Justement, les sanctions, eh bien, on a commencé déjà à vous en parler. Maintenant, si la mise en place de l'index et la publication de l'index, j'ai la mise en place et la publication de l'index est progressive, de fait, les sanctions le sont aussi. On vous a dit qu'il y avait 3 ans pour se mettre en conformité, sachant que si ça n'est pas bon, il vaut mieux mener des actions tout de suite. D'ailleurs, typiquement, la première sanction, c'est l'image. Et je vais vous reprendre ce que disait Muriel Pénicaud ce matin. Nous sommes dans l'actualité, donc on rebondit tout de suite, où elle a clairement dit que donc les 120 entreprises qui étaient dans le rouge allaient devoir mener des actions donc tout de suite. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et surtout, elles avaient tout intérêt, je répète ce qu'elle a dit, elles avaient tout intérêt à mener des actions tout de suite parce que en matière d'image sur Internet, ça laisse savoir les entreprises qui n'étaient pas bonnes. Et franchement, s'il y a bien une chose qu'on n'a pas envie, c'est qu'on communique sur nous de façon négative. Donc, effectivement, déjà une sanction d'image, c'est le premier point important où vous avez forcément des futurs collaboratrices, mais surtout collaboratrices quand même, qui vont forcément aller voir dans le site internet de l'entreprise ce qu'elle a publié. Si elle ne le voit pas aisément, cette potentielle candidate, elle ira rechercher l'information sur les sites qui vont bien. Donc très clairement, l'image en matière de fidélisation des collaboratrices et en matière de recrutement est quand même un point important, surtout lorsqu'on a une note qui n'est pas terrible. Deuxième point, écoutez, je crois qu'on est d'accord, hein, c'est une sanction financière, ma foi, assez lourde si on ne mène rien. Elle n'est pas appliquée dès la première année, c'est bien à l'issue des 3 ans. Ce qui veut donc dire que la mise en place, si je puis dire, l'application des pénalités financières sera progressive en lien avec la publication. Donc, les entreprises de plus de 1000 salariés pourront voir une application appliquée à partir du 1er mars 2022. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, 1er mars 2022 aussi. Et le plus de 50 salariés, 1er mars 2023. On rajoute une année de plus et tout ça est légitime. Attention aussi, parce que si l'entreprise a publié son dernier résultat avant le 1er mars, elle est susceptible d'être sanctionnée avant cette date-là. Voilà, donc en plus, c'est une date affichée, mais au regard de ce que vient de dire Farida, il peut y avoir des spécificités. Ce qu'il faut comme tenir compte plus globalement, au-delà de la date affichée dans les textes, c'est qu'en 3 ans, l'inspecteur du travail va nécessairement venir. Il aura eu les éléments qui ont été fournis, hein, comme l'expliquait Farida, et les contrôles vont augmenter en nombre. Donc, c'est aisé quand même à un moment donné d'aller dans les entreprises d'abord qui ont des notes pas terribles. Je pense, honnêtement, vu qu'il est affiché depuis pas mal de temps, depuis la fin de l'été, début septembre, comme quoi il y a plus de 7000 contrôles qui vont être réalisés, que c'est multiplié par 4, je pense que les inspecteurs du travail vont être un tout petit peu scorés quand même sur le sujet. En complément, il a été nommé depuis peu des référents index dans chaque direct. Donc, vous voyez, on est dans un contexte global où à un moment donné, je ne dis pas que vous êtes cerné, mais en tout cas juste à côté. Donc très clairement, les sanctions financières, peut-être qu'elles seront repoussées, mais elles seront repoussées dans le sens si vous avez mené des actions correctives, si vous n'êtes pas bon, car si vous ne ne menez pas d'action corrective, de toute façon, l'inspecteur du travail ne sera pas forcément tendre avec vous, pardon. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire. Puisque je ne vous cache pas qu'il y a quelques jours, avant le 1er mars, Farida et moi échangeons et pensions avec certitude, en toute sincérité, qu'il y aurait un délai, un délai de tolérance. Les entreprises qui n'avaient pas publié au 1er mars, bon,
c'est pas bien, mais on allait leur rappeler comme quoi il fallait se dépêcher. Bah, écoutez, je peux vous assurer pour avoir on a échangé avec la DGT avant le 1er mars, en l'occurrence le 28 février, donc on ne peut pas faire plus près du 1er mars. Et quand on lui a dit vous allez mettre en place un délai de tolérance, en tout cas conseiller à vos inspecteurs du travail une tolérance, mais écoutez, la réponse a plutôt été toutes les entreprises sont informées du timing et du calendrier. Dès lors, chacune doit appliquer ce qui leur a été dit en fonction de leur taille d'entreprise. Donc, autant vous dire que pour les entreprises qui devaient, si vous devez publier au 1er septembre à venir, ne partez pas sur l'idée d'une tolérance en l'absence de publication. Il est fort probable qu'il n'y en ait pas, tout simplement, en tout cas au regard des éléments que nous avons. Si on fait donc, pour terminer sur l'index, un calendrier de déploiement de ce sujet-là, avant que, bien sûr, il y ait une publication annuelle, hein, parce que si la publication, là, de la première publication se fait au fur et à mesure du temps, soyons clairs, c'est ensuite annuellement que l'index devra être publié, et c'est une nécessité. Au 1er mars. Donc, au 1er mars 2019, donc on l'a vu, c'est d'abord les entreprises de plus de 1000 salariés, donc qui sont 1400 et plus. On a vu les résultats, je n'y reviens pas. En juillet 2019, les indicateurs pourront être calculés de façon automatique via les logiciels de paie. C'est là où je vous ai un petit peu dit déjà et alerté, attention sur l'automaticité de ce qui est pris en compte, hein, des données existantes et qui peuvent générer des résultats bien différents. Au 1er septembre 2019, publication de la note globale donc, pour les entreprises de plus de 250 salariés. Au 1er mars 2020, on élargit et on finalise quelque part la publication avec les entreprises de plus de 50 salariés. Et à partir du 1er mars 2022, les entreprises de plus de 250 pourront se voir appliquer la pénalité. Et au 1er mars 2023, pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, on est sur un calendrier global de mise en application, là, à l'écran, sachant que, retenez bien qu'il y a une publication annuelle de l'index. Le fait du dialogue social qui n'est pas réalisé en temps et en heure de la date de publication ne peut pas être un moyen de ne pas publier. Et même pour une création d'entreprise, sachez qu'une entreprise qui se crée en cours d'année n'est pas un moyen exonératoire pour dire qu'elle ne publiera pas, puisque dixit la DGT, on peut toujours calculer quelques-uns des indicateurs, d'une part, et plus largement, de toute façon, il faudra démontrer auprès de l'administration comme quoi il n'y a pas les éléments pour calculer. Mais en tout cas, on doit toujours démontrer qu'on a essayé. Pour clore le sujet de l'index, on va vous poser une question et à l'issue, on regardera les questions que vous avez posées sur ce sujet-là, car malheureusement, nous n'avons pas pu y répondre. Donc, on va vous poser une petite question au préalable. On va vous demander de participer. À votre connaissance, disposez-vous de tous les éléments suffisants pour calculer votre index? Donc, il y a 3 réponses possibles, oui, non ou ne sais pas. On vous laisse quelques secondes encore pour partager, pour savoir si vous avez tous les éléments en votre possession. Très bien, mais écoutez, on vous remercie d'avoir voté, nous arrêtons le sondage. Et donc, écoutez, vous êtes la moitié, une grosse moitié à avoir a priori tous les éléments suffisants pour calculer votre index. Écoutez, déjà, c'est une excellente nouvelle. Donc c'est très bien, puisque c'est quand même le point essentiel et central, c'est les données rentrantes. On va répondre avec Farida à vos questions avant de passer sur le second sujet. Alors, allons-y. Donc, votre première question, si l'entreprise a seulement un site marchand, est-ce que cela convient pour la publication? Sachez que l'activité, que ce soit site marchand ou pas site marchand, quelque part est un non-sujet puisque vous devez publier pour l'ensemble de votre entreprise. Vous ne devez rien exclure, ni en salarié, ni en site, donc tout doit être compris. Donc, je ne peux pas vous répondre si ça suffit, je peux juste vous dire qu'il est impératif que ça représente la totalité de l'entreprise. Et si tel est le cas, ça peut suffire.
Pour l'indicateur 4, le rattrapage salarial concerne-t-il également le retour des femmes de congé parental? Effectivement, Oui. sauf que là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En l'occurrence, au lieu de donner l'augmentation au retour de congé maternité où il n'y a pas de retour effectif, la personne, la collaboratrice, aura son augmentation au retour de son congé parental. Mais donc, c'est concerné. Publier, c'est que possible sur le site internet? Non. Non, tout son cœur. Si l'entreprise n'a pas de site internet, elle doit obligatoirement communiquer auprès des collaborateurs par le biais de support, par le biais d'affichage, par le biais de quoi d'autre encore, Céline? En tout cas, il y a une publication interne et externe, j'allais C'est dire. ça. Il y a une publication interne. Alors, sur le site internet, si vous en avez un, très bien. Sur l'affichage, pourquoi pas. Et en externe, à travers le site obligatoire sur l'inspection du travail pour que la directe soit informée. Donc, on a une publication légale et une publication de communication. Publication de communication, c'est de l'interne, c'est on valorise les actions. Publication externe, c'est pour la directe. Donc, on est vraiment sur deux types de publications et sachez que celle qui sera prise en compte pour l'inspection du travail, ce sera la publication entre guillemets légale à travers le site internet, qui est sur un lien assez simple. Vous allez, vous suivez les écrans, hein, et c'est là où je vous disais qu'il fallait une dizaine de minutes. Et si vous voulez une valorisation, semble-t-il, auprès des candidates, candidates pour votre entreprise, une publication Internet valorisante sur votre site Internet. Alors, une autre question. Si la salariée est augmentée avant son départ, en congé maternité, je suppose, ou pendant avec une augmentation collective, elle n'a pas à l'être de nouveau, surtout s'il n'y a pas d'autre augmentation dans l'année. Alors là, ce qui va dépendre, au regard de ce que nous a dit la DGT, ça va dépendre quelle est votre politique globale et quand a eu lieu en fait l'augmentation avant le congé mat. Effectivement, si c'est juste avant le congé mat et qu'il n'y a pas eu d'autres augmentations, pas de problème. Vous pourrez vous défendre comme quoi vous l'avez augmenté légitimement et qu'elle a eu l'augmentation en amont. C'est surtout dans le cas de l'augmentation qui a lieu pendant le congé mat auprès de tout le monde et que là, la collaboratrice doit l'avoir impérativement à son retour, même si ça n'est pas dans vos pratiques habituelles. Vous ne pourrez pas dire elle l'aura l'année prochaine. Ça n'est pas exonératoire, sinon vous devez là encore la donner à son retour de congé mat si elle ne l'a pas eu pendant son congé mat. Alors, une autre question concernant cette fois-ci l'unité économique et sociale. Donc, si l'unité économique et sociale est mise en place, se base-t-on sur elle ou sur chacune des sociétés? La réponse est claire, le calcul doit se faire au niveau de l'unité économique et sociale et pas par structure. Même si dans le lot, vous avez une entreprise de moins de 50 salariés qui n'aurait pas été concernée. Hors UES. Hors UES. Donc là, on additionne quelque part l'UES, même si ça fait mal aux oreilles ce que je vais vous dire juridiquement, c'est comme si vous créez une sorte de nouvelle société, même si pas au sens juridique, hein, mais au sens composante. Donc du coup, l'ensemble des sociétés composant l'UES deviennent soumises à la publication. N'hésitez pas à aller consulter la foire aux questions qui est mise à destination des entreprises. Vous allez avoir des réponses sur ce qui concerne les rémunérations, voilà, pour bien mesurer les indicateurs. Sur tout ce qui est rémunération, écoutez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spécificités. Oui. On a des questions sur est-ce qu'un variable contractuel doit être pris en compte, sachant qu'il n'est pas forcément versé si les objectifs sont atteints. Bon, à la limite, s'il est exclu, pourquoi pas, mais vous l'excluez bien pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut être à périmètre comparable. Donc, si vous l'excluez pour tous les hommes et les femmes, donc OK, mais vous ne pouvez pas dire pour certains je le compte, pour d'autres je ne le compte pas. Donc, on doit être dans un écart, on doit être dans une explication d'écart justifiée. Donc, dès lors, on prend les mêmes bases pour les hommes et pour les femmes. Alors, doit-on inclure les collaborateurs à l'étranger? Les expatriés ne sont pas pris en compte. Ne sont pas pris en compte. Non. Autre question, les entreprises de plus de 50 salariés, nous sommes en phase de rachat pour un très grand groupe. Est-ce que je reste bien sur la date du 1er mars 2020 ? Écoutez, j'ai envie de vous dire que oui, mais attention, si vous êtes effectivement racheté avant, soyez prête, parce qu'il y a de très fortes chances qu'on vous dise qu'il va falloir sortir les éléments plus tôt. Donc, vous pourrez vous défendre. Mais si vous avez un inspecteur du travail qui vient vous voir et qui est un peu coriace, il peut venir vous embêter en disant que normalement, ça n'est pas exonératoire. C'était dans le cas de création d'entreprise que j'évoquais tout à l'heure.
En l'occurrence, dès lors que vous êtes en création, ça n'est pas, vous devez respecter la date de publication. Donc, partez du principe comme de l'idée que, bon, vous êtes au 1er mars 2020 officiellement, mais si le grand groupe arrive d'ici la fin de l'année, dites-vous qu'il va falloir publier certainement plus rapidement. Il y a peut-être d'autres choses avant d'être là-dessus, mais soyez quand même prête, me semble-t-il. Alors, autre question. Le contenu du questionnaire. Alors, attendez, excusez-moi. Le contenu du questionnaire est-il accessible dès à présent ou faut-il aller sur le site de la Directs pour le découvrir au fil de l'eau? Alors, le questionnaire pour les entreprises de plus de 1000 salariés et plus de 1000 salariés, excusez-moi, il est accessible. Enfin, c'est pas un questionnaire, mais en tout cas, c'est accessible et il est en ligne. Pour les entreprises de plus de 250, donc au 1er septembre, excusez-moi, et plus de 50, bien, a priori, plus de 250, ce sera le même questionnaire, enfin les mêmes écrans, donc quelque part, c'est comme si c'était déjà visible. Pour les plus de 50 l'année prochaine, vu qu'il y a un cumul des indicateurs, il n'est pas encore en lecture, il n'est pas encore accessible. Alors, une dernière question concernant le CSE. Le CSE doit-il être mis dans la boucle dès le commencement du travail sur l'index ou simplement à la fin du processus, c'est-à-dire au moment de la publication? Sachez que les deux sont possibles. Si vous voulez privilégier le dialogue social, pourquoi pas faire en sorte de mesurer ces indicateurs en partenariat avec le CSE, mais sachez que l'obligation de l'entreprise est effectivement à la fin de la mesure des indicateurs, donc dès lors que la note sera acquise, c'est effectivement d'en informer le CSE avec effectivement le détail des mesures de l'indicateur. Mais les deux sont possibles. Donc, concernant le premier sujet, nous l'avons clos avec ces questions parce qu'il nous reste la deuxième partie du sujet, exactement, donc qui concerne cette fois-ci le harcèlement sexuel et les outrages sexistes. Concernant cette seconde mesure, il est malheureusement indéniable que le harcèlement sexuel au travail est un phénomène qui est endémique. Alors, qu'est-ce que le harcèlement sexuel? On vous donne une définition qui est en droit pénal ou en droit du travail. Alors, sachez que le harcèlement sexuel constitue un délit et qui se caractérise par, c'est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante. La loi du 3 août 2018, dit loi Schiappa, a élargi donc le champ de l'infraction pénale du harcèlement sexuel avec la prise en compte des agissements à connotation sexiste. L'objectif est donc de sensibiliser les entreprises et les salariés à la lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes. Pour ce faire, une innovation majeure qui consiste en l'obligation d'instituer un référent. Donc, au sein de chaque CSE, la loi prévoit uniquement la désignation d'un référent au sein du CSE. Elle ne prévoit pas par rapport à l'entreprise qui n'aurait pas mis encore en place le CSE. Ce qui veut dire que depuis le 1er janvier 2019, le CSE doit désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sous la forme d'une résolution qui doit être adoptée à la majorité des voix et pour une durée qui prendra fin avec le mandat de l'élu désigné. Et ce, indépendamment de l'existence ou non d'une commission santé et sécurité au travail au sein du comité social et économique. C'est important de le noter. Le référent va bénéficier d'une formation en matière de santé, sécurité et des conditions de travail qui sera plus principalement axée sur le harcèlement sexuel. Et bien entendu, cette formation doit être prise en charge par l'employeur. Concernant les entreprises employant au moins 250 salariés, depuis le 1er janvier 2019 également, elles doivent désigner en leur sein un référent également contre le harcèlement sexuel qui sera chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et sur les agissements sexistes. Une question. Alors, on va vous poser une petite question par rapport à ce que vient d'être évoqué sur ce second thème qui est le référent.
c'est avez-vous déjà désigné votre ou vos référents selon la taille de votre entreprise? Oui, non, ou vous ne savez pas. On vous laisse quelques secondes pour voter et faire partager auprès de tous la réponse sur ce thème-là. Encore quelques secondes, n'hésitez pas. Très bien. Nous vous remercions. Donc, on va partager. Donc, majoritairement, vous êtes 72% à n'avoir pas désigné encore de référent. D'accord. 22% oui et 6% ne le savent pas. Donc, ce qui veut dire que si effectivement vous êtes en niveau de la taille de l'entreprise à plus de 250 salariés, vous deviez le faire depuis le 1er janvier 2019. Donc, il faudrait vraiment veiller à le faire. Parce que tout simplement, pourquoi la loi accentue cette obligation de l'employeur en termes d'information et de prévention et de traitement des faits de harcèlement sexuel. Il s'agit d'un point de vigilance qui est supplémentaire pour les DRH, qui s'ajoute au vaste chantier que constitue déjà l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Donc, ces référents, Farida vous a parlé du harcèlement sexuel, donc, qui est le sujet du référent. Maintenant, il s'occupe aussi d'agissement sexiste. Notion certes beaucoup plus récente et beaucoup plus floue, vous en doutez bien. J'ai envie de vous dire à tort ou à raison, c'est que les DRH, on sait, ça remonte depuis quand même pas mal de temps, semble-t-il, peut-être pas au compte-gouttes, mais les situations de harcèlement sexuel, et il y a une notion légale, très claire, pas de problème. Agissement sexiste, c'est plus récent, c'est donc beaucoup plus compliqué de savoir à quel moment on est sur l'agissement sexiste. D'où l'importance pour le référent d'avoir les bonnes notions, puisqu'on est maintenant légalement sur les violences sexuelles, où vous avez le harcèlement sexuel, entre autres, à l'intérieur, il n'y a pas que ça, et il y a les violences sexistes. Quelques exemples, comme ça, à brûle pour point d'agissement sexiste, c'est ne pas prendre, par exemple, quelqu'un au sérieux, en l'occurrence une collaboratrice ou un collaborateur, du fait de son appartenance à un sexe, et considérer que ses compétences ne sont pas valables en raison de cette appartenance. C'est rabaisser systématiquement les femmes, par exemple, les interrompre en réunion. C'est critiquer une femme parce qu'elle ne correspondrait pas au stéréotype féminin, c'est critiquer un homme parce qu'il ne correspondrait pas au stéréotype masculin. Donc, véritablement, le référent peut entendre pas mal de choses. Je rajouterai, parce que dit comme cela, on se dit qu'on ne peut plus rien dire à un moment donné dans l'entreprise. Alors, ce n'est pas qu'on ne peut plus rien dire, c'est surtout qu'à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les entreprises et qui ne sont pas de l'ordre du professionnel. C'est comme appeler quelqu'un ma poule, ma louloute, etc. Si c'est votre copine, si c'est un ami de toujours, pourquoi pas. Le lancer en réunion, c'est quelque chose qui peut être considéré comme dégradant. Ce qui me permet de rebondir sur la définition de l'agissement sexiste, qui se compose de 3 conditions. Donc, on va au-delà de l'incivilité ou de l'irrespect à travers le ma louloute, ma poule, où là, ce ne serait pas forcément de l'agissement sexiste. Ces 3 conditions, elles sont claires au sens légal du terme pour constituer l'agissement sexiste. C'est un agissement qui porte atteinte à la dignité du ou de la salariée, ou crée un environnement intimidant, hostile, humiliant ou offensant. Ça, c'est la première condition. En gros, ce serait de se dire tout le temps, tous les jours à quelqu'un, ma poule, l'appeler tout le temps comme ça, tout le temps, en présence d'internes, d'externes, en réunion, dans les couloirs, ou que sais-je encore. Deuxième condition, c'est fait pouvant prendre plusieurs formes. C'est aussi bien du comportement, du propos, des actes ou de l'écrit. Ce n'est pas uniquement de l'oral, même si mon exemple c'est de l'oral. Et le dernier point, dernière condition, c'est l'existence d'un lien entre les agissements subis et le sexe de la personne. Et là, on est sur l'agissement sexiste qui peut générer des sanctions disciplinaires en interne et devant les prud'hommes, bien évidemment. Si je vous donne un peu de ce détail-là, c'est qu'on sent bien que le référent a un rôle malgré tout majeur. La loi lui demande d'entendre tout ce qui peut être entendu, c'est qu'elle le dire, tout ce qui peut être dit par les collaborateurs ou les collaboratrices, certes en matière d'harcèlement sexuel, mais aussi et presque surtout en matière d'agissement sexiste. Et justement, pour qu'il y ait que les collaborateurs puissent informer le référent, il y a une obligation légale d'afficher et d'informer les collaborateurs de cette nomination. Donc, avec le nom, et donc le nom de la personne référent, on va dire RH, et référent CSE, les coordonnées
Et ça doit être présent, c'est l'ensemble de ces informations, non seulement sur le panneau d'affichage obligatoire, d'accord, même si maintenant il y a beaucoup de choses qui ne sont plus nécessairement affichées, en tout cas, ça peut être aussi les modes d'affichage que vous avez sélectionnés. Donc, si c'est le site intranet qui a été accepté ou que sais-je encore, pas de problème. Mais ça doit être malgré tout affiché sur les portes des lieux, des locaux où vous recevez vos candidats et vos candidates, puisque le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste doit pouvoir être contacté par les candidats et les candidates. Et à part cela, sur les portes des locaux, ou alors à l'intérieur des pièces qui sont rencontrées, je ne vois que ça. Quelque part, ça veut donc dire aussi qu'on évite maintenant de rencontrer un candidat ou une candidate dans un bureau d'un manager à terme, puisqu'il doit avoir ou sauf à considérer que dans le bureau du manager est affiché les coordonnées des référents harcèlement sexuel et agissement sexiste. Donc on voit bien que cette notion-là de nomination d'un référent est quand même, a quand même beaucoup de conséquences et est imparable. Vous devez le faire. C'est-à-dire que si vous ne nommez pas et que vous n'affichez pas, ce n'est pas l'absence de nomination qui fera que vous serez condamné, si je puis dire, que vous aurez une sanction, mais c'est le fait de ne pas afficher et pas informer vos collaborateurs, où là, vous avez des sanctions liées au code pénal et au code du travail, donc du coup, qui sont peut-être assez importantes selon, j'allais dire, le climat qu'il y a dans votre entreprise. Là, on pense, même si on n'a pas eu de retour de la DGT sur ce point-là, avec Farida, on pense que dans les premiers temps, les inspecteurs du travail seront quand même sur un rappel à la loi avant de dire de condamner, parce que soyons clairs, hein, ce sont des nouvelles obligations qui sont passées un peu aux oubliettes involontairement parce que la loi était comme sur la réforme de la formation professionnelle. Mais quand même, dites-vous que c'est comme tout, hein, si on est sur un inspecteur avec lequel vous avez des relations qui sont, j'allais dire, pas de l'ordre de partir en vacances ensemble et qui peut être moins cordiales, qui sont tout juste cordiales, ça peut être un petit peu plus compliqué. On va pas se mentir. Donc, voici sur les obligations. Évidemment, donc, c'est à partir de là, avant de répondre à vos questions, qu'on fait notre moment réclame. On ne le fait pas trop long, c'est parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On voulait vous présenter les 2 points, donc de l'index et du référent harcèlement sexuel et agissement sexiste. Ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que on peut vous accompagner sur l'index, bien entendu, justement sur l'importance de la validation des données entrantes qui ont permis le calcul, parce que c'est la base de tout, dans le sens où vous pourrez modifier l'année suivante, mais parfois c'est compliqué de dire qu'on va modifier les méthodes de calcul parce que les membres du CSE peuvent être un peu chafouins quand on commence à modifier les choses. Donc, on peut vous accompagner sur cette partie-là. On peut vous accompagner également sur la partie index, sur la communication en interne, en externe, sur comment valoriser le sujet, enfin, la note. Et puis surtout, si la note est insuffisante, entre guillemets, sur la durée, vous accompagner dans la réalisation du plan d'action et des actions correctives qui peuvent être entreprises pour justement améliorer le ou les indicateurs qui sont en difficulté. Sur la partie référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, Farida et moi organisons des formations inter-entreprises, aussi intra, bien entendu, sur ce sujet-là. Juste avant de vous montrer justement les dates que l'on envisage sur la formation inter-entreprise, on va vous poser une question un peu plus globale sur ce thème-là. En l'occurrence, et la question va arriver dans quelques secondes, la technique est avec nous, c'est: seriez-vous intéressé par une formation inter ou intra sur le sujet du référent? Et en l'occurrence, nous vous proposons comme réponse oui en inter-entreprise, oui en intra-entreprise, non, ne sais pas. Voilà, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Ça n'est pas engageant, on vous rassure. Hein, c'est juste pour avoir une tendance de ce que préfèrent les entreprises en formation inter ou intra. On a un peu entendu les deux, donc c'est pour confirmer avec vous sur ce que vous en pensez. Encore quelques secondes pour voter. Très bien, on vous remercie. Écoutez, a priori, vous êtes une petite majorité, c'est pas une majorité, un petit pourcentage, vous êtes plutôt intéressé par l'inter-entreprise. Effectivement, on a un petit peu, si ce n'est tout entendu, en tout cas entendu les entreprises qui étaient à se dire on préfère de l'inter-entreprise pour voir un petit peu les pratiques des autres entreprises lors de la formation, et d'autres nous ont dit exactement l'inverse. Je pense que c'est chacun à sa propre politique. Il n'y a pas de bonne raison, enfin, il n'y a pas de bonne réponse, c'est en fonction de ce que vous souhaitez.
Donc justement, pour terminer, donc voici justement les formations interentreprises, les dates que nous proposons sur ce sujet-là, puisque comme vous le savez, et Farida vous l'a dit, dans tous les cas, donc le référent RH ou le référent CSE, pardon, CSE doivent être formés. La loi fait référence à l'obligation de formation pour tous les membres de CSE qui intègrent tout ce qui est santé sécurité au travail à travers la durée de formation selon votre taille d'entreprise, c'est 3 jours ou 5 jours. Mais dans ce cadre de ces 3 jours et 5 jours, vu que Hemming est agréé, on sait très bien quel est le contenu de la formation, on n'aborde pas le sujet de harcèlement sexuel et surtout d'agissement sexiste. Car si on a aussi un petit peu insisté sur l'agissement sexiste, c'est quand même vraiment la nouvelle notion qui va être pas si simple que ça à intégrer, à différencier et à accompagner. Donc, on propose des formations où c'est Farida et moi-même qui les réalisons de par nos compétences, que l'on espère avoir des compétences déjà aidant, oui. Et en tout cas des compétences respectives et complémentaires. C'est en cela où c'est intéressant de faire cela à deux, en raison de nos spécificités à l'une et à l'autre. Sachez que vous pouvez vous inscrire sur le site Hemming pour participer à ces formations. Alors attention, on a une question qui nous dit le référent harcèlement sexuel RH et celui du CSE, est-ce que ça peut être la même personne? On vous le déconseille fortement. Ah oui. Puisque il faut un élu et il faut un autre membre qui ne soit pas élu. Et la distinction est importante. Ah ouais, distinction est importante. Sachez que autant de CSE, autant donc du coup de référents à l'intérieur du CSE, alors que vous pouvez avoir un référent plutôt RH. Ça n'est pas marqué dans les textes comme quoi le référent entreprise soit de la RH. J'ai envie de vous dire que ça semble pertinent, mais ça n'est pas obligatoire. Oui, le référent pour les plus de 250 salariés peut-il être désigné par les RH? Oui, pourquoi pas. Parmi les RH, oui. C'est conseillé. C'est conseillé parce qu'on a une garantie de fait de confidentialité inhérente à la fonction. Et aussi, on pourrait préciser que l'idéal, ce serait un binôme. Un binôme membre. Ouais. L'idéal, c'est deux choses. C'est à la fois qu'il y ait un vrai binôme, pas seulement d'affichage CSE et RH, pour travailler sur ce type de dossier. Parce que sincèrement, je pense qu'il faut bien se rendre compte de la lourdeur de ce qui peut être entendu par les référents à plus ou moins longue échéance. Il faut pouvoir comme tenir le choc dans ce qu'on entend. Et puis, effectivement, comme vient de le dire aussi en complément Farida, l'idéal, même si l'idéal n'est pas forcément de ce monde, c'est un homme d'un côté, une femme de l'autre, parce que si c'est que deux femmes, comme certaines entreprises ont l'air de vouloir le faire, quid des hommes qui sont victimes d'agissements sexistes? C'est pas si simple que ça de parler à une femme. Donc, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à mettre une personne de chaque sexe de chaque côté. Alors, est-ce à l'employeur ou le membre du CSE qui doit être à l'initiative de la formation? Alors, j'ai envie de vous dire que si on est sur de la formation obligatoire, vu que le sujet doit être fait, si vous pouvez l'initier en tant qu'employeur, hein, je suis à la limite plutôt étonnée que le CSE ne vous en ait pas déjà parlé, en fait. Ma surprise est plutôt là. Donc, allez-y, hein, de toute façon, ça va être obligatoire qu'il soit formé. Vous serez votre sanction n'est pas dans la formation, c'est dans l'absence d'affichage. Donc, certaines entreprises me disaient, mais je peux pas former puisque j'ai personne. Oui, mais c'est pas là-dessus. Vous allez être sanctionné. Vous allez être sanctionné parce qu'il n'y a pas de nom affiché. Et donc, il faut y aller, il faut former parce que la formation obligatoire CSE aujourd'hui ne parle pas de ce sujet-là et je ne vois pas comment on peut traiter le harcèlement sexuel et les agissements sexistes si on n'a pas une formation dédiée sur le thème. Alors, une autre question. Il me semblait que dans une entreprise de plus de 50 salariés et même moins de 250, nous devions nommer un référent au sein du CSE uniquement. Est-ce le cas? Oui, tout à fait. La loi prévoit effectivement l'obligation de désigner un référent au sein de chaque CSE. Par contre, concernant l'entreprise, il faut que l'effectif soit supérieur à 250 salariés pour que l'entreprise soit assujettie à cette obligation. Exactement. Quelle est l'obligation pour les entreprises de moins de 50 salariés? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'elles n'ont pas de CSE. Quelle est la sanction, je pense, sur le défaut d'affichage? Écoutez, si on veut être un tout petit peu précis, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, donc c'est le Code du travail et le Code pénal qui prévoit des peines de 450 € jusqu'à 10 000 €, 30 000 € en cas de récidive, et même 1 an d'emprisonnement en cas d'absence d'affichage obligatoire. Et cela pour chaque information non affichée aux travailleurs de l'entreprise concernée. Et donc, du coup, ça peut vite chiffrer, hein.
Mais ça, c'est pas spécifique au référent. C'est pour l'absence de mention obligatoire qui ne serait pas affichée, puisque le référent est considéré dans les coordonnées du référent, c'est comme l'équivalent des coordonnées du médecin du travail ou de l'inspection du travail, ça doit être affiché, et si vous ne le faites pas, il y a une sanction. À part la formation, quels sont les autres moyens mis à la disposition des deux référents, CSE plus salariés? Alors les référents de la directe qu'on peut contacter. Oui, enfin, pour les référents de la directe, ils vont surtout vous accompagner sur l'index. Ils ne vont pas vraiment vous accompagner sur ce sujet-là. La médecine du travail. Oui, médecine du travail. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Honnêtement, je vois que CSE, médecine du travail. Je ne vois pas. Aujourd'hui, sincèrement, je pense que… Et puis sinon, après, on est selon la gravité, hein, surtout dans le cas de harcèlement sexuel, on est sur le parquet, enfin, on est sur la police, on est sur la justice, on est ensuite sur des grosses… toutes les institutions françaises. Vous avez des associations dans le cas de faits avérés d'aide aux victimes. Vous avez des conseils, et ça, c'est les conseils qui sont apportés aux référents sur de pouvoir contacter les structures d'accompagnement parce que quid des personnes qui sont victimes de violences conjugales, qui ne sont pas, c'est pas dans le cadre de l'entreprise, mais en tout cas, lorsque le référent va entendre des personnes qui lui font référence à des violences conjugales, il va falloir pouvoir diriger la personne. Bref, il y a des structures externes qui peuvent aider. Mais en tout cas, faut-il que, le référent soit informé vers qui il peut diriger, et deux, que ses coordonnées, j'y reviens toujours, soient affichées pour que les collaborateurs et les collaboratrices, même si dans 97% des cas, c'est quand même plus les collaboratrices. Mais bon, il y a comme 3% des hommes qui sont aussi en ancienne victime, et il ne faut pas l'ignorer et ni les mépriser, loin s'en faut, parce que c'est parfois aussi difficile. Ma question portait davantage sur les heures dédiées à cette mission locale. Merci. Il n'y a pas de précision dans les textes sur la durée de la formation, sur s'il y a nécessité d'un local dédié. Ça n'est pas précisé. Maintenant, comme on se doute, le sujet étant quand même particulièrement spécifique, pour le référent RH, enfin référent entreprise, il faut qu'il puisse y avoir un bureau par nature qui garantit la confidentialité pour que la personne puisse venir s'exprimer aisément. Ça n'est pas précisé, en tout cas, pour les membres du CSE, s'ils lui font un bureau dédié. Il y a un local. Ouais, voilà. Il y a un local déjà pour le CSE. Après, effectivement, rien n'empêche que le référent CSE puisse voir à l'extérieur le collaborateur. Rien n'empêche que les conversations se tiennent à l'intérieur de l'entreprise. Hein. Complètement. On est sur de la confidentialité. Tout à fait. Formation obligatoire avant affichage. Au sens légal du terme, ça n'est pas précisé. Maintenant, au sens pratique, je vous le conseille fortement. Parce que vous imaginez un référent qui entend un certain nombre de choses qui peuvent être sur de l'agissement sexiste. Il y a quand même certains types de phrases et de comportements à ne pas avoir. Du style, mais ça va passer, c'est pas grave, t'en fais pas, mais il a voulu rigoler. Bref, il y a plein de phrases qu'il ne faut surtout pas dire. S'il n'a pas été, il étant le référent, n'a pas été formé en amont, je serais bien étonnée qu'involontairement, ils ne disent pas un certain nombre de choses qu'il ne faut pas dire. Donc, c'est un conseil, mais effectivement, si on est puriste, ça n'est pas une obligation inscrite dans les textes. Mais c'est quand même fortement conseillé. Il faut que le référent soit conscient de ce qui est indiqué dans l'affichage. Ouais. De ce qui est inscrit, de son engagement, des process, etc. Une dernière question et on pourra s'arrêter là. Le référent entreprise peut-il être désigné au sein d'une autre structure juridique, holding notamment? Bon, j'ai envie de vous dire que vu que au niveau entreprise, hors CSE, c'est un par entreprise globale, ça peut s'entendre si c'est au niveau groupe. Je ne pense pas que cela pose de difficulté. Ça veut dire que son nom sera en tout cas affiché dans l'ensemble des sites du groupe. Il faut veiller à la proximité aussi. C'est surtout le membre du CSE qui est veillé comme un membre de proximité. Bon. Voilà. Pourquoi pas maintenant, il ne s'agit pas que ça soit effectivement comme quelqu'un trop déconnecté du site. C'est ça. Mais bon, en tout cas, vous n'avez pas d'interdiction en tant que tel. Vous n'avez pas d'interdiction en tant que tel. Très bien, nous vous remercions pour toutes ces questions. Donc, comme on vous le disait, pour la formation interentreprise, si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre sur notre site internet Aiming et vous allez précisément, si vous le souhaitez, dans actualité et événements, il y a l'ensemble des dates qui sont à la fois sur Paris,
sur Lyon pour former en inter-entreprise, donc les futurs référents harcèlement sexuel et agissement sexiste. Pour tout contact, vous n'hésitez pas de prendre contact justement avec Laurence Pinès, vous avez ses coordonnées qui sont affichées. Farida et moi sommes ravis d'avoir partagé ce moment-là. On a 10 minutes de retard. On a voulu répondre à vos questions, à toutes vos questions, d'où les 10 minutes. On vous remercie de votre attention. On vous souhaite une très bonne continuation. Journée. Et puis, écoutez, bon index. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.